Salut la team, j'ai vu la série The Midnight Club sur Netflix et comme d'habitude je vous fais une vidéo pour récapituler toutes les explications sur cette première saison et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, merci à tous ceux qui se sont abonnés, mais aussi petite information, je viens d'ouvrir ma deuxième chaîne YouTube, Therapy Geek Short, donc si vous voulez vous abonner, merci d'avance, bonne vidéo. Le Midnight Club de Mac Flanagan nous laisse sur un cliffhanger, alors que ces jeunes protagonistes sont toujours confrontés à la réalité de leur propre mortalité. Librement basée sur le roman de Christopher Pike, la série est essentiellement une longue méditation sur le thème de la mort. Il met en vedette Iman Bensol dans le rôle d'Ilonka, la dernière adolescente à se diriger vers le manoir Briarcliff, un hospice pour adolescents qui ont reçu un diagnostic en phase terminale. Mais Ilonka n'est pas allée à Briarcliff pour accepter son décès. Au contraire, elle a découvert des dossiers indiquant une guérison miraculeuse il y a quelques décennies et elle espère que l'histoire pourrait se répéter. Tous les personnages luttent avec leur propre mortalité de différentes manières. Pour ces adolescents, la mort n'est pas quelque chose qu'on peut conjurer, elle est toujours présente, une ombre traque et elle est prête et désireuse de réclamer à tout moment son dû. Ilonka fait des efforts désespérés pour rejeter cela, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Et au cours de la série d'horreur, elle découvre progressivement un culte sinistre toujours actif dans le présent. Désespérée d'espoir, elle devient une proie facile pour les pratiquants de ce culte qui ont clairement leur propre motivation. Et ces motivations explosent à la surface lorsqu'Ilonka donne imprudemment à Julia Jane l'accès au manoir. Aussi effrayant et spectaculaire que puissent être ces événements, la fin de la série est en fait consacrée aux conséquences de cette nuit fatidique. Les enfants du club font face à leur maladie avec dignité et le final montre à quel point ils ont parcouru leur cheminement personnel. Cependant, il y a toujours ce cliffhanger révélant qu'Ilonka n'a découvert qu'une petite partie de la conspiration, mettant potentiellement en place une possible saison 2. Le voyage de découverte d'Ilonka a vraiment commencé lorsqu'elle a découvert le journal d'une fille nommée Athéna, fille de Regina Ballard, la fondatrice du culte Paragon. Selon Athéna, en 1931, Regina Ballard a établi les Paragones sur le site qui allait devenir le manoir Briarcliff. Les Paragones sont devenus de plus en plus obsédés par 5 déesses grecques liées aux légendes de la guérison et ils ont pris un sablier renversé comme symbole. Cela représentait leur objectif, vaincre la mort elle-même. Et en 1940, l'un de leurs rituels a mal tourné, Ballard était la seule survivante, retrouvée sans cheveux et avec un tatouage sur la nuque. Le cliffhanger de la saison 1 a révélé que Georgina Stanton, fondatrice du manoir, avait également perdu ses cheveux et avait ce symbole du sablier sur sa nuque. Bien qu'elle ne soit pas Regina Ballard elle-même, il est fortement sous-entendu qu'elle est en fait Athéna. Les véritables objectifs du Dr Stanton restent pour le moment inconnus et si Netflix se décide à renouveler pour une saison 2 cette série, je pense que tout y sera abordé. Le sort de Julia Jane n'est pas expliqué, ce qui met en place une possible saison 2. Croyant que les rituels des Paragones étaient responsables de sa rémission lorsqu'elle était adolescente, Julia a trompé Ilonka pour qu'elle participe à un rituel sacrificiel qui l'aurait tuée, et cela pour restaurer la propre vie de Julia. Le Dr Stanton a cependant interrompu cette cérémonie et Julia semble s'être enfuie. Tout à fait possible que son histoire continue si Netflix devrait renouveler la série de Mac Flanagan, croisons les doigts. Les membres du Midnight Club s'étaient jurés de trouver un moyen de transmettre un message depuis l'au-delà après leur mort, pour rassurer ceux qu'ils avaient laissés derrière eux et que ce n'était pas seulement un oubli. La fin de la série voit enfin Ilonka découvrir un signe, un objet qu'Anya avait apprécié, une ballerine, qui a été miraculeusement réparée comme si elle n'avait jamais été brisée en premier lieu. Pour Anya, cette ballerine symbolisait la destruction de sa vie, le vol de sa carrière de danseuse à cause de son cancer. La restauration de la ballerine est le signe recherché par les jeunes adolescents du club et c'est un indice fort qu'Anya a en quelque sorte été restaurée après sa mort et que tout ce qui vient par la suite est bon. C'est un moment puissant, transformant la façon dont chacun des adolescents voit son destin. Dans un autre twist surnaturel, la fin révèle que les mystérieux spectres qu'Ilonka et Kevin ont vus ensemble étaient les Freelance, le couple qui a construit le domaine, le bâtiment maintenant connu sous le nom du manoir Briarcliff.
Le Midnight Club implique que ce sont des mangeurs d'années, des esprits qui consomment des années perdues, des jeunes qui meurent. De manière troublante, le docteur Stanton conserve des coupures de journaux encadrées consacrées à ces deux personnages. Il est donc possible qu'elles soient en quelque sorte liées au vieil homme et à la vieille femme. Elles pourraient bien avoir établi le manoir comme lieu d'alimentation pour ces mangeurs d'années. L'épisode 1 montre Ilonka écoutant une partie de l'histoire d'horreur de Natsuki. Natsuki parle de Ren, un garçon qui est surveillé par les habitants d'une rue effrayante alors qu'il rentre chez lui la nuit. Ensuite, une fille en uniforme scolaire lui crie dessus dans un moment angoissant. Le lien entre cette histoire et les personnages du récit principal n'est pas aussi évident que pour certaines autres histoires. En surface, l'histoire de Natsuki a pour but de montrer au public et à Ilonka ce qu'est véritablement le Midnight Club. Mais à un niveau plus profond, cela montre ce que Natsuki, qui souffre de dépression, ressent elle-même. C'est l'une des rares histoires qui ne présente pas le conteur comme personnage principal. L'acteur qui joue Spencer joue Ren et l'acteur qui joue Natsuki apparaît comme l'écolière hurlante. En raison de sa dépression, Natsuki évite de parler d'elle-même, de son passé et de ses sentiments, alors elle se présente comme la méchante de l'histoire parce que c'est comme ça qu'elle se voit. La première histoire qu'Ilonka raconte est celle de Julia Jane, une vieille patiente des années 1960 qui a été guérie. Dans ce récit romancé, Julia disparaît subitement pendant un mois. Quand elle revient, ses tumeurs commencent à rétrécir et elle est autorisée à rentrer chez elle, mais pas avant d'avoir prédit avec précision les dates de décès de 2 autres patients et d'un infirmier. La vérité sur Julia est qu'elle n'a disparu que pendant une semaine, mais elle a miraculeusement guéri à son retour. Dans l'épisode 2, Ilonka rencontre Shasta et dans l'épisode 9, elle réalise que Shasta est en vérité Julia. L'histoire de Julia Jane, d'Ilonka, montre comment elle se voit en elle. Elle ferait n'importe quoi pour se guérir elle-même et ses amis, et elle est venue au manoir dans l'espoir de trouver ce qui a guéri Julia. Anya raconte les deux Dana dans l'épisode 3. Dana est une ballerine qui travaille dur mais qui veut aussi faire la fête. Elle passe un pacte avec le diable pour se scinder en deux. Une Dana reste à la maison poursuivant ses études, l'autre part s'amuser. Les deux peuvent ressentir ce que l'une ressent. Bien que ce soit initialement excitant, cela s'effondre, ce qui conduit les deux Dana à essayer de s'entretuer. Comme Anya l'explique à Ilonka quelques épisodes plus tard, elle était aussi une ballerine. Il est donc clair que l'histoire de Dana est une version surnaturelle de la sienne. Anya a également la même ballerine cassée que Dana dans l'histoire, qui a été cassée lorsqu'elle a jeté sur son meilleur ami, Rhett. Elle révèle qu'elle se blâme pour la mort de ses parents parce qu'ils étaient à sa recherche à l'époque. L'histoire montre comment Anya a lutté avec 2 aspects différents d'elle-même et porte maintenant la culpabilité de son passé et peu d'espoir pour l'avenir. Comme Dana, elle ne sait plus qui elle est, l'une des Dana mourantes annonce également la mort d'Anya dans l'épisode 7. Mauvais cœur est la seule histoire racontée en 3 épisodes se déroulant au fur et à mesure que son créateur, Kevin, évolue. C'est l'histoire d'un tueur en série adolescent nommé Dusty, dont la première victime est Nancy, et par la suite il commence à sortir avec Sheila. L'histoire est un reflet clair de Kevin développant des sentiments pour Ilonka tout en s'éloignant de Catherine. Dusty se retrouve enfermé, supprimant les voix lui disant de tuer Sheila. Kevin dit presque qu'il s'agit de sa culpabilité d'avoir blessé les personnes dont il s'occupe. Mais comme Ilonka le dit à Kevin, je ne sais pas s'il est possible de ne pas blesser les personnes qui vous sont chères. Embrasse-moi est raconté par Sandra comme un moyen de s'excuser auprès de Spencer, qui est le seul enfant du Midnight Club dont la maladie n'est pas le cancer. Il a le sida et a été rejeté par sa mère religieuse parce qu'il est gay. Sandra est chrétienne et ses fréquents discours sur Dieu mettaient Spencer mal à l'aise. Dans l'histoire à travers une série de clichés de détectives noirs, Alice tue son ex, Kirk, et son amie Sharon. Elle s'excuse également auprès de son meilleur ami, Jack, alors qu'elle meurt. Sandra s'excuse alors auprès de Spencer, ce qu'il accepte en lui faisant un bisou sur le front. En plus de mettre en parallèle l'amitié de Sandra et Spencer, cet épisode annonce la relation de Kevin et Ilonka. Dans le mensonge initial qu'Alice raconte à une détective, Sharon a tué Jack pour se venger de la mort de Kirk. Bien qu'Ilonka ne recourt pas au meurtre, elle sera probablement inconsolable à la mort de Kevin.
Le costume est l'histoire d'Amesh racontée dans l'épisode 5. Il met en vedette son acteur lui-même dans le rôle de Luke et Natsuki, Aya Furukaya, dans le rôle de l'amoureuse de Luke, Becky. Dans l'histoire, Luke rencontre un concepteur de jeux qu'il admire et l'aide avec un jeu vidéo qui simule la fin du monde. Il apprend plus tard que le créateur vient lui-même du futur, que la petite amie du créateur est Becky et que son petit ami actuel, Ray, est le futur président qui provoquera la fin du monde. Becky tue accidentellement sa jeune personne, mais cela change Luke et Ray pour le mieux, afin qu'ils ne puissent laisser le monde se terminer. Luke et Becky sont évidemment des remplaçants pour Amesh et Natsuki, qui s'aiment mais n'ont pas commencé de relation à ce stade de la saison 1. L'histoire concerne plus profondément Amesh face à sa mort, un moment déterminé après que les médecins lui ont dit qu'il lui restait qu'un an à vivre. Amesh vit après le jour de sa mort, tout comme Luke dans l'histoire. Cela l'aide à réaliser qu'il ne peut pas arrêter de vivre sa vie car elle peut se terminer à tout moment pour n'importe qui. Lui et Natsuki commencent alors leur relation. L'épisode 7 semble se diriger vers un avenir où le personnage principal est complètement guéri d'un cancer, mais a du mal à vivre maintenant que tous ses amis sont morts. Elle se rend compte après avoir rencontré des personnages d'autres histoires que ce n'est qu'en fait qu'un rêve. Par l'interphone de la salle de réveil, le club raconte à Anya une histoire dans laquelle ils sont tous guéris et quittent le manoir. Anya et Red se marient et ont des enfants. Les autres patients vivent dans la même rue et vieillissent tous ensemble. Alors que le rêve présente une vie qu'Anya ne veut pas et une mort qu'elle redoute, l'histoire lui montre qu'elle n'est pas seule. Ce n'est qu'avec ses amis autour d'elle qu'elle peut s'éteindre paisiblement. Natsuki raconte une partie de son histoire à son colocataire, Tristan, dans l'épisode 1. Tristan décède peu de temps après, et Natsuki raconte ensuite l'histoire complète à Amesh dans l'épisode 8. Sans issue parle de Teresa, une jeune femme aux prises avec sa dépression. Elle part en voiture la nuit et récupère des autostoppeurs. En fin de compte, il s'avère que Teresa est en train de mourir d'un empoisonnement au monoxyde de carbone dans sa voiture. Les deux personnages représentent respectivement sa dépression et sa volonté de vivre. Elle choisit de vivre, et donc Natsuki dit à Amesh qu'il s'agit d'une version de sa propre histoire. Les médecins ont réussi à la sauver, mais ils ont découvert son cancer. Depuis lors, elle a été hantée par sa décision de continuer à vivre pour découvrir immédiatement après qu'elle était en train de mourir. Comme Amesh avec son histoire See You Later, Natsuki utilise Route vers nulle part pour représenter comment elle veut vivre pleinement sa vie tant qu'elle le peut. L'histoire de Spencer suit Rel, un étudiant qui tombe amoureux de Christopher. Rel découvre également que son magnétoscope enregistre des bulletins d'information du futur et voit un reportage sur la mort de Christopher. Lorsque Rel essaie de le sauver, il rencontre une version cyborg de Christopher du futur qui révèle que Rel est un robot qu'il a conçu. Rel était remonté dans le temps pour tuer Christopher mais avait perdu ses souvenirs. Christopher pense que Rel est défectueux parce qu'il a peur. Rel laisse le futur Christopher le tuer mais laisse un message au jeune Christopher qui apprend que les gens ne sont pas défectueux. Spencer utilise son histoire pour dire à Sandra, membre du Midnight Club en convalescence, de faire de l'avenir quelque chose de bien. L'histoire est aussi sa façon d'accepter qu'il n'est pas défectueux simplement parce qu'il est gay ou malade. Ilonka raconte Sorcière en deux parties à travers les épisodes 6 et 10. L'histoire parle d'Imani qui regarde vers l'avenir et voit la mort d'un garçon qu'elle aime instantanément. Elle rencontre son ami Scotty qui lui présente Ben, le garçon de la vision. Imani essaie d'empêcher Ben d'entrer dans le magasin où il sera tué, mais Scotty entre à la place, se fait tirer dessus et se retrouve dans le coma, annonçant le bref coma et la mort d'Anya après que le club ait tenté le rituel Paragon. Ben est finalement tué de toute façon tandis qu'Imani utilise sa magie pour guérir Scotty, se tuant dans le processus. Mais elle et Scotty ont une dernière conversation. Quand Ilonka n'est pas en mesure de terminer l'histoire par elle-même, Sherry et les autres se joignent à eux. Ils décrivent les amis d'Imani organisant des funérailles au bord d'un lac, similaires aux funérailles que le club a organisées pour Anya. L'histoire est un moyen pour chacun d'eux de traiter ce qu'ils ont vécu et de conclure sur la mort d'Anya. C'est une fin appropriée pour la saison 1 car elle montre la croissance d'Ilonka de vouloir guérir son cancer et accepter qu'elle ne peut pas changer l'avenir. Elle ne peut vivre que dans le présent. Le Midnight Club est une exploration de la mortalité, chacun des adolescents faisant face à sa propre mort à sa manière. La mort est omniprésente dans le manoir Brightcliff et elle est reçue comme une ennemie, une soi-disant ombre vivante qui chasse sa proie.
Cependant, tout change à cause de la statue d'Anya, car les enfants sentent leur cœur bondir d'espoir. Ilonka abandonne son projet de quitter le manoir, ne rejetant plus sa mortalité, mais l'acceptant à la place. Et elle et Kevin s'embrassent enfin, tous deux conscients que leur temps ensemble est limité. Les adolescents ont tous pris des mesures spectaculaires pour trouver la paix, et pourtant, grondant en arrière-plan, il reste un thème inquiétant selon lequel les adultes n'ont pas trouvé la paix avec la mort que les adolescents possèdent dorénavant. L'émission d'horreur de Mike Flanagan démontre cette vérité à travers les symboles récurrents du sablier, et il est révélateur que tant d'adultes rencontrés par Ilonka et ses amis sont liés au culte du Paragon. Le tatouage en forme de sablier du Dr Stanton fait allusion à son plus grand secret, à savoir qu'elle aussi travaille à renverser la mort, mais sa propre mort, pas la mort des adolescents dont elle a la charge. Espérons que Netflix renouvellera effectivement The Midnight Club, permettant à la saison 2 d'explorer davantage cet univers. Cette série était vraiment pas mal. Bon, je vais pas vous mentir, je m'attendais à un tout petit peu mieux, mais c'est déjà mieux que rien. Toi, si tu l'as vu, fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, t'abonner, la partager, la commenter. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.